en direct de Washington, For You Media Africa est sur place pour prendre part au sommet États-Unis-Afrique. On le sait, plusieurs dirigeants africains ont fait le déplacement. Ils ont répondu présents à l'invitation de leur homologue américain, bien sûr le président Joe Biden. Ce sommet a donc la conclusion, c'était ce jour un sommet de 3 jours. Aujourd'hui donc, ils se sont retrouvés. Certains ont déjà bien sûr quitté les lieux. Ce soir, ici en tout cas, il est question de faire un petit débriefing sur tout ce qui s'est passé durant ces 3 jours de sommet. On rappelle qu'il y a eu plusieurs discussions autour de différentes thématiques et bien sûr des rencontres bilatérales entre différents chefs d'État, mais aussi le président américain lui-même qui a pris la parole, il s'est adressé à ses homologues. En tout cas, c'est le moment pour nous de faire justement le débriefing là-dessus. Qu'est-ce qui a été dit, qu'attendre de ce sommet et surtout, bien sûr, ce qui nous intéresse, quel intérêt pour les États africains. Eh bien, pour en parler, j'ai 3 invités ici à mes côtés. Je vais commencer par vous, Monsieur Achille Eke. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Siké, merci pour l'invitation. Merci à vous également pour l'invitation. On rappelle que vous êtes expert en haute finance. Merci, je pense que les questions économiques, on va les aborder parce qu'on a parlé de beaucoup de millions ou alors milliards peut-être, dans le cadre de ce sommet. On a notre invité, et pas des moindres, Monsieur Éric Tindier. Je pense que beaucoup, vous le connaissez. Alors, vous êtes expert en communication et développement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci énormément. Eh bien, le 3e invité avec nous, Monsieur Matomba. Vous êtes homme politique. Merci d'être là. Merci pour cette invitation. Alors, on va commencer simplement pour parler de ce sommet, cher monsieur. Le président américain Joe Biden qui invite ses homologues. Une quarantaine, cinquantaine, on va le dire comme ça, de chefs d'État africains ont fait le déplacement. Je vais commencer peut-être par vous, monsieur Eke. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, ce type de rencontre? Des dirigeants africains qui se déplacent, qui viennent aux États-Unis pour discuter justement de leurs relations, peut-être de l'avenir de leurs relations avec les États-Unis, de prime abord. Comment est-ce que vous analysez cela? Merci Madame Siké pour votre question. Je vais d'abord saluer tous vos téléspectateurs. J'espère que ce débat arrivera, n'est-ce pas, au bord, parce que nous sommes bien loin, n'est-ce pas, de la terre camerounaise. J'espère que tout va bien se passer. Et je voudrais, moi j'ai dit à Washington, c'était ces 3 jours fascinants pour nous ici, de voir toutes ces délégations de présidents africains qui arrivent ici à l'occasion d'un sommet. Washington a mis ses plus beaux habits, n'est-ce pas, pour accueillir ses hôtes. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose de différent par rapport au sommet précédent. C'est-à-dire que on a comme l'impression que le gouvernement américain a un petit peu mis le paquet pour recevoir déjà ses hôtes de façon différente et donner une certaine connotation pas très paternaliste comme on a connu par le passé, mais donner l'impression qu'ils sont véritablement à l'écoute des leaders africains par rapport à leurs problèmes, par rapport à ce qui est important pour leur peuple, et essayer donc d'apporter, n'est-ce pas, des solutions à la mesure du possible, n'est-ce pas, pour ces leaders-là. Donc on a l'impression, en écoutant tout ce qui se passait pendant la conférence, que l'air n'est pas, n'est-ce pas, la bravado, à la bravoure, n'est-ce pas, à la dictature, n'est-ce pas, autoritaire, n'est-ce pas, des États-Unis, de l'Amérique, comme ils le font souvent, mais on constate que le ton est un peu apaisé. Et pour moi, je pense que c'est un changement qui est important. Donc ça signifie que le partenariat avec l'Afrique devient un partenariat important pour les États-Unis. Vous pensez qu'on se dirige de plus en plus vers ce modèle-là? On parlait, bon, vous savez que la critique aussi c'est du genre, on accusait justement les États ou alors les pays comme les États-Unis de ne pas réellement promouvoir ce partenariat d'égal à égal avec les États africains. Tout à fait, c'est une critique qui est arrivée dans les oreilles, n'est-ce pas, des responsables américains et qui
particulièrement lorsque les leaders africains leur disent qu'ils sont traités différemment quand ils transactent avec les Russes ou bien les Chinois. On ne leur parle pas d'en haut, le ton n'est pas condescendant. Donc je pense que c'est une critique qui a pesé, et même si on peut voir qu'il y a une dichotomie entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. On a observé, en tout cas le ton général par rapport à ce que j'ai observé lors de ces débats, c'est simplement que les Américains veulent mettre le paquet pour bâtir les leaders africains pour qu'ils continuent à rester évidemment dans le giron occidental par rapport à l'influence de la Russie et de la Chine qui se passe sur le continent. Donc je crois que c'est pour ces raisons qu'ils mettent tout ce package-là. Maintenant, est-ce que ce qu'ils proposent aux Africains est attrayant? On reviendra justement là-dessus, puisqu'on parlait justement les États-Unis. On a suivi le président américain Joe Biden qui a promis une enveloppe d'investir 55 milliards de dollars sur 3 ans. On reviendra là-dessus. Monsieur Éric Tindier, on a parlé justement de la Chine, la Russie. On sait que, je ne veux pas dire, peut-être c'est même l'objectif principal, c'est cette présence accrue depuis un certain nombre d'années qu'on remarque de la Chine, de la Russie. Et on nous explique effectivement que ce sommet a été organisé aussi pour plus ou moins contrecarrer cette influence en Afrique. Alors, est-ce que ce type d'initiative est réellement efficace face à la présence russe et chinoise en Afrique? Merci beaucoup, chers collègues, jeunes collègues. Vous savez, c'est intéressant, c'est une très bonne chose que l'Amérique décide d'inviter les chefs d'État africains. Oui. C'est une bonne chose. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Exactement. Le président Obama l'avait fait il y a quelques années. Oui. 2014, exactement, oui. Très bonne chose, les pays ont besoin de ça. Mais la question qu'on doit se poser tous, c'est pourquoi? Oui. Pourquoi maintenant? Et à quel but? Pour les pays africains. Quel est leur intérêt? Quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils gagnent de ce sommet? On nous a parlé de 55 milliards sur 3 ans. Pour une cinquantaine de pays, 54 pays. Vous savez, je suis sûr que c'est à cause de la politique que mène la Russie, la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Ça, c'est une raison. Évidemment, c'est dans leur intérêt de ne pas laisser la Chine ou la Russie s'accaparer de l'Afrique. Les Américains se sont rendus compte, évidemment, surtout avec la guerre en Ukraine. Ouais. Quand ils ont vu comment les Africains ont réagi par rapport à ce pays et la Russie. Les Américains ont vu ça, ils ont pris peur, et se sont dit on ne fasse rien. Oui. On va perdre la vie. Mais tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Que ces pays agissent comme ça, pour moi, c'est normal. Chacun cherche ses intérêts. La question à poser, la question qu'on doit poser, c'est l'Afrique qui est pourquoi. Tout à fait. Quelle est la place de l'Afrique, justement? Parce qu'on, justement, à vous écouter, on a l'impression que l'Afrique joue un grand rôle et est très importante. C'est pour ça, peut-être, qu'elle est autant convoitée. Absolument. Et qu'est-ce que l'Afrique en tire? C'est ça la question centrale. L'intérêt des pays africains. Les Américains invitent parce qu'ils voient leur intérêt. Leur intérêt, c'est quoi? Il ne faut pas que la Chine nous dépasse, il ne faut pas que la Russie nous déplace. C'est ça la question. Et ce qui me désole dans tout ça, c'est l'incapacité des dirigeants africains
l'incapacité à comprendre comment le monde tourne. Mais c'est quoi ce problème? On est incapable de comprendre nos propres intérêts. Et c'est ça le problème. Quand on dit, par exemple, que, ah oui, bon, comme a dit le président bien, il parlait des ressources naturelles. Même si on coupait l'aide aujourd'hui, complètement, comme il a demandé, et rien ne change chez nous, vous croyez que nous allons, l'Afrique va suivre? Si rien ne change. Quand on prend une action comme couper l'aide, il faut une contrepartie. Ou si on prenait l'aide, même si on augmentait l'aide, même si 55 milliards, si on doublait ça, qu'est-ce que ça va changer si ça ne change pas de l'autre côté? Avec la corruption dans la plupart de nos pays, tout l'or du monde ne changera pas grand-chose dans nos pays. Donc il y a des choses qui doivent changer fondamentalement dans nos sociétés, dans nos têtes, dans nos façons de se comporter. Et donc, et sans ça, sans ce changement du côté de l'Afrique, tous ces voyages, toutes les promesses des Biden du monde ne changera rien. Le travail doit commencer en Afrique. Absolument. Le travail doit commencer en Afrique. Et on peut oublier tout le reste. On va en sortir. Merci à vous, M. Tchindje. Alors, le travail doit commencer en Afrique. M. Tchindje l'a dit, ça ne sert à rien, même si on vous donnait des centaines de milliards, si à l'intérieur de vos États, il n'y a pas certaines transformations, il n'y a pas certains changements, tout cela ne servira à rien. Alors, ce qu'on comprend, vous êtes un homme politique, ce qu'on comprend honnêtement, c'est que aujourd'hui, les États-Unis, tout comme la Chine, la Russie, prennent des initiatives, mais eux, ils savent apparemment quel est leur intérêt. Mais pour les leaders africains, on a l'impression qu'ils n'ont pas défini leurs priorités, leurs intérêts. Vous savez, la politique est définie, selon le Larousse, comme étant la gestion de la société. Et la démocratie voudrait être définie, ou alors est définie comme étant le pouvoir du peuple par le peuple. Lorsque je l'ai dit, je vais revenir sur un aspect purement pratique. Généralement, les dirigeants africains sont reprochés du fait de penser le développement et de l'imposer aux populations sans mettre les populations à contribution. C'est-à-dire que les dirigeants pensent, ils imaginent une situation qui serait une solution dans un village sans associer les populations de ce village-là qui savent exactement quelles sont les priorités et quels sont leurs problèmes. On a assisté ou on assiste aujourd'hui, n'est-ce pas, à cette application réelle de ce qui fait problème en réalité en Afrique. C'est-à-dire qu'on déplace 49 dirigeants africains pour venir leur dire on a une enveloppe de 55 milliards pour vous. Et on leur dit dans quel secteur ces milliards seront investis. On a souvenance qu'il y a quelque temps, les pays africains ont sollicité de l'aide, un certain montant pour combattre le terrorisme. Et ils ont dit, si on a ce montant-là, ça nous permettra de gérer les problèmes terroristes en Afrique. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, ces montants n'ont pas été mobilisés? Pourtant, il y a eu une guerre ou une opération spéciale, appelée comme vous voulez, entre l'Ukraine et la Russie. Autant de fonds ont été mobilisés, 10 fois plus que ce que les Africains ont demandé depuis plus de 10 ans pour combattre le terrorisme. On a montré expressément que les Africains et l'Afrique ne vaut rien ou ne représentent rien, ou alors représentent tout simplement un territoire qui doit être utilisé comme une base. Et aujourd'hui, on dit aux Africains,
évidemment, la présence de la Chine inquiète. Elle n'inquiète pas, c'est une présence qui est actuelle, qui se vit. Vous allez voir que la Chine, pour prendre un exemple, n'a jamais imposé un modèle de gouvernance aux Africains. Jamais. La Chine investit pour ses propres intérêts. Ne se mêle pas trop de la politique dans différents pays africains. Peut-être parce qu'elle est généralement citée comme un pays communiste, qui n'est pas un exemple. Mais alors, la Russie arrive avec un soutien militaire pratiquement à l'Afrique. Ça inquiète. Ça inquiète qui en réalité? Ceux-là qui, d'une façon ou d'une autre, ont réussi à créer ce que nous appelons aujourd'hui le terrorisme dans le monde et qui se vit en Afrique. Parce qu'en réalité, nous l'avons toujours dit et nous le pensons, l'Africain doit être occupé, préoccupé. Au lieu de construire un avenir, construire des pays ou alors construire l'environnement de l'Africain. Elle doit être préoccupée par la sécurité. C'est pour ça qu'on crée des guerres. Les guerres, c'est une stratégie purement pensée. Le terrorisme, c'est une stratégie purement pensée pour occuper les Africains dans ce qu'on appellera la sécurité. Aujourd'hui, donc, les Africains se disent, on peut avoir un allié qui, lui, va nous aider sur le champ de la sécurité. Et si donc cet allié aide les Africains sur le champ de la sécurité, il restera quoi aux Africains? La route vers ce qu'on va appeler le développement. Et ceux qui profitent donc des guerres pour, entre parenthèses, parler d'aide, parler de développement, parler de tout ce que vous voulez, n'auront plus de champ parce qu'en réalité, les Africains auront maîtrisé un pan qui est une préoccupation majeure aujourd'hui, la sécurité. Et ils seront donc dans l'investissement pour le développement des pays. Donc moi, je trouve que c'est bien de faire des yeux doux à l'Afrique. C'est aussi bien que les Africains sachent que leurs priorités ne doivent plus être définies par d'autres. Parce que quand on vous dit, on veut vous donner 55 milliards sur 3 ans, c'est bien. Mais qu'on laisse le soin à chaque pays d'agir selon ses priorités. Si tant, c'est le souci pour ces pays-là qui est sur la table. Sinon, le souci est ailleurs. Parce que si vous investissez dans les secteurs qui sont porteurs et rentables uniquement pour vous, et vous faites croire aux Africains que ces secteurs sont rentables pour eux, il y a un problème. C'est un peu comme si vous dites aux Africains, la démocratie est le meilleur système de gouvernance. Et pourtant, nous savons que ce n'est pas le meilleur système de gouvernance. Mais justement, après... L'Afrique vient de très loin. L'Afrique, on ne le dit pas assez, c'est la première civilisation mondiale. L'Afrique a un vécu qui a été effacé, qui a été, je dirais en d'autres termes, muselé. Mais aujourd'hui, l'Afrique doit se retrouver. Et l'Afrique doit donc définir ses propres priorités et se dire s'il y a un partenaire, parce que nous ne refusons pas les collaborations ou les partenaires, le partenaire marchera selon mes priorités et selon ma voie. Il ne me dira pas va à gauche et j'irai. Mais est-ce à dire que justement, puisqu'on n'a pas eu ce son de cloche, ce type d'approche, on va le dire comme ça, de sortie de la part de nos dirigeants, ceux-là qui ont participé à ce sommet, est-ce à dire qu'aujourd'hui, ces dirigeants-là ne sont pas encore justement capables de s'assumer et de définir leur ligne et de défendre leur ligne face aux grandes puissances? On ne peut pas le dire ainsi parce qu'on sait que il y a encore quelque temps, les dirigeants africains ont commencé à donner une lueur d'espoir, en tout cas aux Africains qui sont comme nous. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'ONU lors du vote contre la Russie, ce que les dirigeants africains ont fait. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de la réaction des dirigeants africains. Si hier, ils étaient très... ils éprouvaient une peur qui se voyait, qui était très visible, aujourd'hui, on comprend qu'ils commencent à gagner en courage. D'ailleurs, dans cette session, on a pu voir la position de certains leaders africains. Ce ne sont plus ces leaders qu'on a connus hier
en réalité. Donc moi je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait, qui doit continuer. Le travail que vous faites en tant que média, le travail que les analystes font, le travail que les panafricanistes font, le travail qui est en train d'être fait, je pense que est en train de porter des fruits, mais les Africains doivent comprendre que l'avenir de l'Afrique dépend de l'Afrique, et l'Afrique peut se développer sans les autres, mais les autres ne peuvent pas continuer sans l'Afrique. Sans l'Afrique. Merci à vous, M. Matomba. Monsieur Achileke, justement, on parlait de cette enveloppe, on parlait de priorité. Il faut rappeler aussi que on a beaucoup parlé dans le cadre de ce sommet, on parlait plus de crise alimentaire. On a beaucoup parlé de crise alimentaire. Il y a eu beaucoup de réunions autour de cette thématique, développement infrastructurel. On a l'impression effectivement que ce sont là les priorités. Alors, une enveloppe de 55 milliards de dollars sur 3 ans, qu'est-ce que ça représente pour l'Afrique? Les priorités pour qui? Pour celui qui donne l'argent, pour les États-Unis, bien c'est pour l'Afrique. Mais qui doit défendre ces priorités? Effectivement, c'est là la question. C'est que les Africains sont venus à ce sommet dispersés. Il n'y a pas eu une réunion qui regroupait, n'est-ce pas, tous ces dirigeants dans un cadre précis pour essayer de mettre en commun, n'est-ce pas, des demandes, bien n'est-ce pas, une stratégie qui vont adopter face à l'Amérique. Chacun est parti, a pris son rôle, chacun arrive et puis voilà. Même si le président de la Commission de l'Union africaine était là, le président Macky Sall, bien sûr président du Sénégal, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, a pris la parole aussi en tant que président de l'Union africaine. Il a parlé aussi, on peut le dire comme ça, au nom des États africains. C'est bien, c'est au nom des présidents africains, mais est-ce qu'on peut être sûr que ça représente le point de vue de tous les présidents africains? Parce que l'Afrique est grande. L'Afrique du Nord, elle n'a pas les mêmes problèmes que l'Afrique du Sud, ou l'Afrique du Sahel, ou, je sais pas, on n'a pas les mêmes problèmes et on n'a pas les mêmes puissances. Et puis les Européens ou les Américains ne nous voient pas de la même façon. Vous voyez, dépendamment du poids des relations que vous avez avec les États-Unis, ils vous accordent plus de respect, ou plus de crédit, ou plus de quoi que ce soit par rapport aux autres. Donc, il est important que l'Afrique reste unie, comme M. Matomba a dit tout à l'heure, que les Africains, avant d'aller dans ces sommets, s'asseyent et définissent, n'est-ce pas, leur stratégie. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous allons demander là-bas? Qu'est-ce que nous espérons? Et comment est-ce que nous allons pouvoir forcer ces gens-là plutôt à satisfaire notre agenda et non nous satisfaire leur agenda. Parce qu'on peut aller se balader aux États-Unis, on peut aller dans le sommet États-Unis-Afrique, on peut aller en Russie, États-Unis-Russie, je veux dire Afrique-Russie, Chine-Russie, n'est-ce pas, dans le cadre, voilà, France-Afrique et tout ça. Mais si on va juste pour, n'est-ce pas, faire présence et puis sans stratégie, on va rester à ce même niveau. Donc, je pense que l'Afrique a une opportunité aujourd'hui, du fait qu'elle est courtisée de tous les côtés, et du fait que, n'est-ce pas, la situation géopolitique dans le monde aujourd'hui, avec la puissance, n'est-ce pas, de la Russie, n'est-ce pas, qui contrecarre tous les efforts de pouvoir, tous les efforts occidentaux de pouvoir, n'est-ce pas, tuer son économie, qui a montré, n'est-ce pas, qu'elle est plus résiliente que ce qu'il croyait. Eh bien, ça donne une opportunité aux pays africains, n'est-ce pas, donc de profiter de ces conflits, de ces tensions entre ces grandes puissances et tirer les épingles du jeu. Maintenant, quand vous venez aux États-Unis, on vous promet 55 milliards. Je crois que le premier sommet en 2014, on a promis 60 milliards, je pense. Il y a eu le G5 Sahel, on a promis des milliards, n'est-ce pas? On ne voit rien de tout ça. C'est vraiment... Et ce sommet, il faut même le dire, ce sommet a été repoussé. C'est un sommet qui aurait dû se tenir en octobre, après le sommet des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont préféré repousser le sommet avec les Africains pour plutôt avoir un sommet avec les pays du Pacifique. Okay. Vous voyez? Donc, c'est déjà, ça montre à quel point la place de l'Afrique n'est pas vraiment celle qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui. Je pense qu'ils sont pratiquement dans une situation où ils sont obligés de faire cette opération de charme qu'ils font. Mais je pense que les peuples africains, même si les dirigeants ne sont pas encore au même diapason avec le peuple, mais la pression des peuples font que les positions changent. On a vu ça lors du vote aux Nations Unies des pays africains par rapport à la guerre en Ukraine. Et on voit que les Africains commencent à s'assumer ouvertement. Et n'est-ce pas, quand on regarde le cas du Mali, quand on regarde le cas de la République centrafricaine,
de la Guinée et aujourd'hui du Burkina Faso. Mais il y a de quoi faire trembler, n'est-ce pas, tout le monde occidental, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de complexe, les gens sont complètement déchirés, n'est-ce pas, ils n'ont plus peur, il n'y a plus cette... Parce que quand les États-Unis grandissaient, oh, on va vous menacer, mais tout le monde se mettait en rang. Aujourd'hui, on n'écoute même plus ces discours-là. Oui. Et donc, c'est grâce au travail que Fornu Média et d'autres chaînes médias, n'est-ce pas, panafricaines, ont fait pendant toutes ces années, n'est-ce pas, qui ont permis au peuple africain de comprendre les enjeux géoéconomiques, géopolitiques, géostratégiques, et donc obliger leurs dirigeants à faire ce qu'ils veulent. Et le cas vraiment, cas d'école, c'est le Burkina Faso. On a vu combien de coups d'État sont tenus en quelques temps parce que, c'est pas ceux qui sont arrivés n'ont pas voulu, voilà, n'ont pas fait ce que le peuple voulait parce qu'ils promettaient au peuple qu'ils voulaient, ce qu'ils allaient faire, ce que le peuple voulait, mais arrivé au pouvoir, c'était le contraire. Donc, voilà. Donc c'est un peu ça pour dire qu'effectivement l'Afrique doit pouvoir se déterminer à travers dans le monde, avoir une stratégie organisée. Ils doivent être organisés, ils doivent discuter, n'est-ce pas, des intérêts de l'Afrique, et chaque partie de l'Afrique doit travailler, n'est-ce pas, par rapport à ses intérêts, avant de mélanger maintenant tous les intérêts n'est-ce pas, de toutes ces parties-là, pour aller au monde, devant le monde et leur dire, écoutez, l'Afrique australe a besoin de 6. Le Sahara, les pays du Sahel ont besoin de 6. Les pays de l'Afrique centrale, le Golfe du Guinée, ils ont besoin de ceci. Et bien, nous on attend qui sera le meilleur offrant. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je crois qu'il faut savoir tirer cette épingle du jeu. C'est ça la géostratégie. Merci à vous, monsieur Eke. Alors, et justement, puisqu'on parlait de ces priorités, on va simplement rappeler pour vous et bien sûr aussi pour nos téléspectateurs, lorsque le président Macky Sall s'est exprimé en tant que président justement de l'institution, à la tête de l'institution panafricaine, il a dit ce qu'il attendait, ce que l'Afrique souhaite partager avec les États-Unis. Il a parlé de 6 priorités. Il a commencé par la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il a parlé du renouvellement, du plaidoyer pour la réintégration des droits de tirage spéciaux, suspension également du service de la dette. Il a parlé de l'engagement soutenu dans l'investissement des infrastructures de développement. Il est revenu sur les accords de Paris sur le climat, estimant que les États devraient justement respecter ces accords. Le président Macky Sall aussi a dit que l'Afrique souhaite travailler avec les États-Unis pour combattre la crise alimentaire. Il a enfin parlé de la gouvernance mondiale plus juste, inclusive, tout en remerciant aussi, ça c'est un autre point qu'on va aborder, le président Joe Biden d'appuyer l'adhésion de l'Union africaine au G20. Mais il y a un autre point. Il a demandé la levée des sanctions contre le Zimbabwe, justement dans le cadre de ce sommet. Et beaucoup se sont interrogés et demandé pourquoi le Zimbabwe, oui, pourquoi pas aussi plaider pour le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, qui n'ont pas justement été, le Soudan, merci, qui n'ont pas été invités à ce sommet. Je vais vous dire à quoi moi je rêve. Je rêve du jour où on va arrêter ces sommets hors de l'Afrique, où on embarque tout le monde, on nous amène soit en Chine, à Paris ou je ne sais pas où, et d'autres aussi. Et on invite ces chefs d'État qui veulent recevoir nos chefs d'État. On les invite soit à 10 ou dans un pays qui sert de lieu de sommet africain, chef d'État, sommet de l'Union africaine. Je rêve toujours. Et ce qui doit se passer, c'est que les Africains vont se mettre ensemble, définir, n'est-ce pas, 2-3 priorités et demander à ces pays, les États-Unis, ça fait une cinquantaine d'années qu'on parle de l'autoroute Dakar-Mombasa, de l'autoroute Caire Cape Town. Ça fait une cinquantaine d'années. Si on a invité M. Joe Biden, on a dit bon voilà, vous voulez aider l'Afrique, construisez cette route. Vous voulez aider l'Afrique, transformer le Congo de fleuve. Hein? Il faut construire le
le barrage, le Grand Inga, qui peut électrifier l'Afrique. Vous voulez aider l'Afrique? Aidez-nous à transformer le pétrole chez nous en produits chimiques. Mais que toute l'Afrique se réunisse, définisse leur programme, identifier leurs priorités et poser donc ces priorités à tous ces pays-là. Sinon, le reste c'est du blabla. Que ce soit du côté de la Chine, des États-Unis ou de la France. C'est une perte de temps. Rien ne va sortir de tout ça. Ça ne les intéresse pas. J'ai suivi un discours où un économiste anglais, devant les éminentes personnalités machin, il dit que l'Afrique ils ne vont jamais laisser l'Afrique émerger. Ce n'est pas dans l'intérêt des Européens, des Américains, des Chinois, des Japonais et tout. Jamais. Il faut qu'ils aient en mesure d'exploiter nos ressources naturelles parce qu'on en a tellement. Il faut qu'ils soient en mesure d'exploiter ces ressources en permanence. Tant que l'Afrique ne se réveille pas. Vous n'avez jamais appris que les chefs d'État de l'Amérique latine viennent aux États-Unis en groupe pour être reçus par Biden? Ou ils vont en Chine pour être reçus là-bas par Xi Jinping? Jamais. Mais il faut qu'on cesse de ridiculiser la France. Il est temps. Et il est temps de faire passer ce message. Dire à ces chefs d'État de ne plus nous ridiculiser. Par tout le monde. C'est ça qui me dit ça. Bon, ça veut dire que lorsque le président américain plaide pour l'entrée de l'Union africaine au G20, jusque-là, aucun intérêt. Aucun intérêt. D'ailleurs, il faut pousser les Africains à réfléchir. Pour eux-mêmes, identifier leurs intérêts et poursuivre ces intérêts. Moi, j'ai travaillé à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement pendant 20 ans. Je me demandais, et puis je suis sorti de la Banque mondiale d'ici, Washington, tellement déçu de mes années passées, mais j'étais obligé parce qu'il fallait que mes enfants aillent à l'école. C'est pour ça que je suis resté à la Banque mondiale 20 ans. Il fallait payer, n'est-ce pas, les études de mes enfants. Mais j'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale. J'étais malade avec moi-même. Chaque année, on nous demande donc, quels sont les grands projets que la Banque a réalisés en Afrique. Il fut un temps où, pendant 5-6 ans, on n'identifiait que 2 projets en Afrique. Pour le rapport annuel de la Banque, pendant plusieurs années, on identifiait 2 projets. Vous savez lesquels? Ces 2 projets étaient un projet microfinance en Tanzanie, un autre projet microfinance au Malawi. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. On voyait 10 milliards de dollars. Donc finalement, ce sont des projets écrans, si on peut le dire comme ça. Moi, je suis convaincu. Regarde la situation au Cameroun. L'argent de la Banque mondiale vient pour permettre, on envoie pour permettre aux ministres de prendre l'argent qui est prévu pour certains projets, de les mettre dans leur poche. C'est pour ça que les routes commencent. On annonce, une route financée par la Banque mondiale. Le budget pour cette route, passé par l'Assemblée nationale, est passé où? Donc en fait, ces institutions servent d'une sorte de couverture pour encourager la corruption. Je vous le dis. Il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Mettez fin, s'il le faut, à l'aide qui vient de ces pays-là, de ces institutions. Mettez fin à tout ça. Ça a changé quoi au Cameroun?
on compte des milliards déjà que le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union, la Banque européenne et tout ça, en milliards. Où sont les projets? Pourquoi les médias ne cherchent même pas, ne posent pas ces questions? Et à côté de ça, où est passé l'argent prévu dans le budget de l'État? Tout à fait. Enfin, merci. En tout cas, plusieurs points soulevés, hein, Monsieur Matomba. Des institutions qui semblent promouvoir justement certains mots tels que la corruption dans nos États. Mais il a également relevé ce fait, c'est une symbolique, mais qui parle effectivement, qui est beaucoup décrié, déplacer une quarantaine, voire cinquantaine de chefs d'État dans un seul pays. Et de surcroît, ce sont ces chefs d'État qui semblent être d'ailleurs le cœur même de cette rencontre. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, nos dirigeants, justement, ne parlent... Est-ce que ça ne doit pas, justement, cette revendication ne doit pas aussi commencer par là? On peut commencer par dire que nos dirigeants ne sont peut-être pas conséquents. Parce que imaginez, vous êtes aux États-Unis, dans un pays, ou alors nous sommes aux États-Unis, dans un pays qui est dit l'un des pays les plus sécurisés au monde. C'est aussi le pays qui est dit l'un des pays les plus qui a un taux, si vous voulez, de soins de santé le plus élevé au monde. Mais la conséquence avec le taux de santé le plus élevé, c'est que c'est le pays qui a le plus de malades au monde. Et pourtant, la médecine est trop moderne de ce côté comparativement à nos pays africains. Alors, vous prenez 49 chefs d'État, vous amenez ici, il y a un incident subitement. Parce qu'en même temps, quand on dit un pays trop sécurisé, c'est aussi le pays dans lequel il y a trop d'insécurité. Il y a un incident au lieu où se trouvent ces 49 chefs d'État. Que deviennent les différents pays? Il faut activer le mécanisme de constat d'abord de la vacance présidentielle et puis organiser des élections, parce qu'en réalité on peut dire ah c'était un accident, c'était un accident, mais il faudrait qu'on devienne beaucoup plus sérieux, Madame Sikeng. Vous entendez sommet France-Afrique, vous entendez sommet Russie-Afrique, vous entendez Chine-Afrique, vous entendez États-Unis-Afrique. Avez-vous souvenance d'avoir entendu Afrique tel pays ou Afrique tel autre pays? Non. En communication, je pense qu'on a un expert ici. Le premier nom qui est avancé, c'est lui en réalité qui est l'organisateur. Maintenant, vous avez des citoyens américains et africains, lorsque vous leur dites que vous êtes africain, ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez des citoyens occidentaux qui, pour se déplacer dans un pays africain, vous disent « je vais en Afrique ». Et pourtant, l'Afrique, c'est plusieurs pays. C'est plusieurs pays. Alors, il est important de dire qu'on doit sortir de cette démarche où, pour parler aux Africains, on doit les enfermer, sachant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas véritablement regroupés. Ils ne parlent pas du même voix. Lorsque un pays africain veut s'adresser à l'Europe, on sait qu'il y a une Union européenne. Lorsqu'elle veut traiter avec la France, on sait qu'il y a la France. Lorsqu'elle veut traiter avec l'Allemagne, on sait qu'il y a l'Allemagne. La collaboration ou la coopération bilatérale devrait démontrer la véritable volonté de développement. On ne peut pas prendre l'ensemble des pays africains et puis avoir, n'est-ce pas, définir le même type de problème pour ces différents pays, en disant ce sont les problèmes de l'Afrique. Non, chaque pays a une spécificité. C'est réalité. Chaque pays a une réalité. Je crois que les Africains gagneraient beaucoup plus à restructurer le fonctionnement d'abord de chaque pays et ensuite de l'Union africaine.
Parce que vous le savez, je ne vous l'apprends pas, l'Union africaine est encore interdépendante, n'est-ce pas, de l'Occident. Donc, et il est beaucoup plus temps que l'Union africaine se structure. Je pense que c'est Eric Tindie qui disait que on a l'impression que, ou alors Achille Eke qui disait qu'on a l'impression que les dirigeants africains sont arrivés, ils n'ont pas une concertation préalable. Ils arrivent ici, et c'est ici, pour certains, qu'ils viennent faire comment je vais appeler ça, des rencontres bilatérales. C'est ici qu'ils viennent essayer de résoudre certains problèmes qui existent en Afrique, et pourtant ils ont, n'est-ce pas, l'Afrique pour discuter de ces différentes questions. Et je crois que Joe Biden pouvait, même dans le cadre de ce sommet, être aux États-Unis et annoncer qu'il donnerait à chaque pays 55 milliards, à ces pays 55 milliards. Il n'a même pas besoin de faire déplacer les chefs d'État pour ça. Et dire peut-être, ben maintenant, parce qu'il faudrait donc travailler dans la répartition de ces 55 milliards par an. Parce que là, à ce niveau, là, non, dans la répartition, on va vous dire, non, tel pays n'a pas, son système de gouvernance est trop fragile, il ne doit pas bénéficier cette fois. On va ailleurs. Et en réalité, en fait, c'est une façon d'infantiliser les pays en vous disant, vos besoins se trouvent à tel niveau, c'est nous qui savons ce qu'il vous faut, comme pour dire que nous sommes des enfants, nous devons suivre les directives que nous sommes données, mais je crois qu'il est beaucoup plus temps que les Africains avancent et disent, et s'affirment. Je sais qu'il y a des pays, ce qui se vit là, vous n'allez pas voir ça quand vous regardez l'Afrique du Nord. Allez au Maroc. Vous avez vu le roi du Maroc ici? Justement. Vous le voyez souvent dans ce type de sommet, en dehors des sommets de l'Union africaine. Donc en réalité, quand vous voulez être respecté, on vous respectera. Si vous ne voulez pas, ben, on ne vous respectera pas. Donc ce qui se passe là, c'est que les Africains doivent aujourd'hui plus que jamais se dire, il est temps, c'est même terrible de les entendre encore dire, nous voulons entrer au G20, ça veut dire quoi? Pour y faire quoi? Nous voulons une place au Conseil de sécurité, ça veut dire quoi? Pour y faire quoi? Mais même au Conseil de sécurité de l'ONU, qui donne quand même un droit... L'ONU doit être réformée d'abord. Oui, mais pour le moment, les questions... Vous parlez d'une institution qui est dépendante des bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds, tenez-vous tranquille, dictent toujours leur loi. Mais justement, mais qui pour le moment a une grande voix, une grosse voix quand même, hein, qui prend des décisions pour les États africains. D'ailleurs, vous le savez, les différentes questions qui sont débattues à l'Union africaine concernent l'Afrique. Parlons donc de cette Union africaine, de cette union de l'ONU, si vous voulez. Il y a une guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Vous êtes d'accord avec moi que l'Ukraine est demandeur d'hommes pour combattre la Russie. L'ONU est restée muette. Les pays africains qui ne demandent pas les hommes pour combattre le terrorisme, on leur impose les missions de maintien de la paix. On leur impose des missions qui font 10 ans, 20 ans, sans que ces différents pays ne retrouvent la paix. Quelle lecture faites-vous de cela? On a vu une guerre qui s'est déclenchée entre l'Irak, les États-Unis avec leurs alliés français. L'ONU était là. Sans la bénédiction de l'ONU, entre parenthèses, mais qu'est-ce que l'ONU a fait après? Donc, vous avez donc une institution qui est créée pour des pays africains. Si vous voulez. Comme la Banque mondiale, le FMI. Aujourd'hui, on sait que la dette française est à plus de 120% de son PIB. Mais on ne tire pas la sonnette d'alarme. On ne dit pas à la France, faites attention. Mais lorsque les Africains essayent de faire A ou B, le FMI arrive et dit ajustement structurel. Là, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire ceci, il faut privatiser ceci, il faut privatiser cela. Mais attention, ces institutions de Bretton Woods, comme on les appelle Banque mondiale, FMI, en réalité, à la fin, elles ont été créées pour qui? Pour contrôler l'Afrique. Donc, il est beaucoup plus temps que les Africains comprennent que la responsabilité du développement, si on va utiliser ce mot que je n'aime pas trop, de l'Afrique dépend d'eux. Ils doivent arrêter de faire des balades comme ils le font là, en se disant que c'est des solutions. Moi, j'ai entendu certains chefs d'État se comporter comme s'ils étaient dans une école où ils rendaient des comptes.
Ah, chez moi, on fait ceci, maintenant il nous faut passer à la mécanisation de notre agriculture, il nous faut passer à ceci. Mais il vous faut passer. Comme s'il faut l'autorisation des États. Vous avez besoin d'une autorisation pour ça? Certains ont demandé aussi de l'aide en termes de formation. Vous pensez que vous avez vraiment besoin de ça? Mais rentrez dans votre passé pour comprendre que vous êtes le berceau de l'humanité. Tout est parti de chez vous. Ils sont venus apprendre chez vous. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les Africains ont, si vous voulez, des techniciens dans tous les domaines répartis dans le monde. Absolument. Dans tous ces pays. En Amérique où nous sommes, allez-y voir combien d'Africains sont des spécialistes en tout. Mais vous demandez au juste l'aide à qui? C'est ça ce sont ces questions dont nous devons nous poser. Et je crois qu'il est beaucoup plus temps de mettre l'expertise africaine en relief et que les Africains même qui sont dans la diaspora comprennent que ce qui se passe là leur interpelle, les interpelle au premier chef. Ça les interpelle parce que c'est en réalité l'échec aussi de notre diaspora africaine en Occident qui fait en sorte que nos dirigeants sont, je dirais, infantilisés. Oui, enfin, où cette diaspora n'est pas bien organisée, mais l'impulsion pour cette organisation devrait venir du pays, de nos pays. Le Sénégal, par exemple, s'est organisé pour exploiter sa diaspora. Et ils ont des résultats extraordinaires. Alors, je crois que le message central, c'est ce qui est sorti de ça. L'Afrique doit se reprendre en main. L'Afrique doit réfléchir. Hein? La pensée africaine, on ne le ressent pas dans le développement de l'Afrique. Il faut trouver une place pour ça. Je prends par exemple. Parce que, enfin, il faut donner quand même quelque chose qui va provoquer les gens à réfléchir. Prenons le cas de l'Afrique centrale. C'est une zone qui produit du pétrole. C'est une zone qui produit du coton. C'est une zone qui est après l'Amazone en termes de bois et forestier. Deuxième au monde pour l'énergie hydraulique. On est en tête parmi les 3 coins du monde qui ont cette potentiel. Pluvosité, tout ça. Ouais. Alors, la question qu'on devait se poser, il n'y a pas d'industrie du bois. Pourquoi il n'y a pas d'industrie de textile? Pourquoi il n'y a pas une industrie de tout ça, de pétrochimie? Et pourquoi nos pays ne peuvent pas s'organiser? Si ces pays de l'Afrique centrale venaient aux États-Unis avec un projet, ce serait-ce que pour le barrage Inga, pour électrifier toute l'Afrique, qui est possible, hein, s'ils venaient ici. Bon, quand on a fait l'étude pour ce barrage, c'était 8 milliards. Il y a une vingtaine d'années, à peu près, peut-être un peu plus. 8 milliards. De dollars. S'ils venaient ici avec ce projet, peut-être aujourd'hui ça va coûter 50, 500 000, mais au moins on partirait avec quelque chose. Ah oui. Sachant que désormais, le problème d'électricité en Afrique est en Afrique, tout à fait. Et nous pouvons maintenant installer des industries. On n'y est même pas. C'est une perte de temps. Je ne veux pas dire à M. Biden, mais je veux le dire à son. J'ai rencontré récemment le chef de l'Afrique à la Maison Blanche. Oui. Et je vais trouver l'occasion pour le dire. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de le dire à nos chefs africains. C'est une perte de temps. Et c'est le travail des médias. C'est à vous de le faire. C'est pour ça que nous sommes là et nous vous donnons justement la parole. On va refaire le tour pour sortir aussi de cette discussion. Monsieur Eke, peut-être vous demander effectivement, parce qu'il faut, on nous suit, mais il faut également faire des propositions. Rappelez aussi, justement, que d'ailleurs on l'a dit ici tout à l'heure, c'est un sommet États-Unis-Afrique. Monsieur Matomba l'a dit, on a constaté quand même que les dirigeants africains venaient régler des différends qui concernent uniquement l'Afrique à ce sommet. On a vu d'ailleurs une réunion tripartite
on va dire, je vais le dire comme ça, entre la RDC, l'Angola, le Burundi, on sait en rapport avec le conflit M23, etc. On s'est demandé, mais pourquoi ici? Est-ce que les États-Unis vont jouer un rôle dans dans la résolution de ce conflit, dans autant de choses, avec le Rwanda, même si le Rwanda n'a pas pris part à cette réunion. Donc, qu'est-ce que vous, après tout cela, quelles leçons est-ce que les pays africains devraient tirer? Quelles propositions, comment devraient-ils se comporter? Donc, comme a dit Eric et M. Batomba tout à l'heure, je pense que l'important ici, c'est que les Africains se réunissent et pensent leur développement. Vous voyez, c'est les personnes qui vont développer l'Afrique en dehors des Africains. On peut vous donner toutes les aides possibles. On peut vous donner, je ne sais pas quoi, de l'or, du diamant, mais tant que vous-même, vous ne faites pas l'effort de vous réunir, de trouver, de décider de ce qui vous intéresse et d'imposer, n'est-ce pas, votre point de vue face au monde entier qui vous courtise. C'est comme une jeune belle femme que tout le monde courtise. Elle est dans une position où elle doit pouvoir dire, écoute, voici ce que je veux, voici ce que j'aime. Celui qui m'offre ceci, eh bien, je vais aller avec lui. C'est ça, la situation de l'Afrique aujourd'hui, c'est une jeune dame courtisée. Donc, les dirigeants africains doivent savoir que les choses sur le plan géostratégique ont changé. Parce que l'Occident est dans une situation où elle est affaiblie complètement. Quand on regarde, n'est-ce pas, la dette américaine, la dette européenne, vous voyez, on voit que dans tous ces pays, on voit ce qui se passe en Allemagne. On a entendu l'autre jour parler d'un coup d'État qui s'est passé en Allemagne. Au niveau du Parlement, oui. Voilà, aux États-Unis, ici, nous avons vécu un traumatisme avec, n'est-ce pas, la prise, n'est-ce pas, du Capitole par des gens, n'est-ce pas, dont on ne sait d'où ils sortent, les protagonistes, les gens qui soutenaient Trump. Donc, on a l'impression que l'Occident est dans une phase où ils ne savent plus quoi faire. Vous savez, on a vu, n'est-ce pas, ces changements sociétaux qui se sont déroulés dans les années 60, les baby boomers, toutes ces générations de gens qui ont vraiment profité, n'est-ce pas, de la richesse, de l'exploitation des autres peuples et qui aujourd'hui ne savent plus mettre la tête. Alors, le dollar, qui est la monnaie qui permet à l'Amérique de pouvoir faire tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, comme ils veulent, est aujourd'hui en danger. Quand on regarde, n'est-ce pas, la situation de l'Arabie Saoudite avec l'Amérique aujourd'hui, on voit que l'Arabie Saoudite est en train de changer également de stratégie, de partenariat avec les États-Unis. Parce que c'est en fait ce qu'on appelle pétrodollar, c'est cette alliance que les Américains et les Saoudiens ont fait pour maintenir le dollar comme monnaie de référence en ce qui concerne l'achat ou la vente de pétrole. Donc, c'est ça qui permet à l'Amérique d'être dans la situation de monopole où elle est aujourd'hui à travers le monde et qui transfère donc toute cette inflation qui est due, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe à Wall Street, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une arnaque qui est faite sur les marchés financiers qui crée donc tout ce qu'on voit dans l'économie mondiale aujourd'hui avec cette inflation et qui est transféré dans le monde entier à travers le dollar. Vous voyez, aujourd'hui, dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre un cap sur le prix du pétrole que les Russes vont vendre. C'est une autre c'est qu'il faut. Véritablement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire par rapport à ces genre de choses. Toutes ces pensées néocoloniales qu'ils ont encore dans leur tête, ils ne se rendent pas compte que ça n'intéresse plus personne. Personne n'est plus effrayé, personne n'est plus gêné. Vous pouvez réfléchir autant que vous voulez par rapport à ce que vous voulez faire pour contraindre les gens. Mais à la fin de la journée, si les gens ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Si les gens ne veulent pas faire des affaires, vous ne vous aiment pas. Maintenant, le problème maintenant, c'est l'Afrique. Et nous, en tant que diaspora africaine, nous avons notre continent, nous avons nos pays que nous avons laissés pour diverses raisons, des raisons économiques, des raisons politiques, etc. Mais le souhait de toute personne, c'est de rentrer investir dans son pays. Quand on a accumulé assez de capitaux dans ces pays-ci, on se dit, nous avons une expertise, nous avons des moyens, nous avons, la manne financière pour aller investir dans nos pays. Maintenant, le travail, et c'est ce que Eric disait tout à l'heure, c'est qu'à l'intérieur, nos gouvernements doivent nous aider à les aider. Vous voyez, comme si je prends le cas du Cameroun, on a ce problème interminable de la double nationalité qui continue à être un problème, un frein. Les gens ne se rendent pas compte combien c'est difficile de prendre des visas, aller au Cameroun, le visa expire, vous devez revenir, chercher notre visa, etc. Et toutes les tracasseries financières en termes de passeport,
Et puis, quand on ouvre une entreprise au Cameroun, quel est le processus? Qu'est-ce qu'il faut? Toute la corruption, toutes ces chaînes de corruption où à chaque moment, il faut donner de l'argent pour pouvoir faire avancer le dossier. Et il faut suivre le dossier. Alors, il faut que nos dirigeants nous aident. Nous avons les moyens électroniques aujourd'hui, nous avons Internet. On peut le faire, on peut ouvrir un compte bancaire facilement. On peut ouvrir son business facilement à travers Internet. On n'a pas besoin de se déplacer en quelques minutes. Donc il faut que ce n'est pas la technicité qui manque, ce n'est pas l'expertise pour le faire qui manque. Nous sommes là, nous faisons tous les jours dans nos entreprises ici. Voilà, donc nous voulons transférer cela, mais il faut que nos gouvernements nous aident. Et ça permettra donc que toute l'énergie, tous les efforts que nous avons fournis, toutes les énergies, tous les efforts que les peuples, n'est-ce pas, africains fournissent, soient bénéfiques pour leur peuple à long terme. Quand il dit que l'État nous aide, hein, c'est pas en termes de finances. Non, c'est des structures en place qui nous facilitent hein, ces échanges. Moi, je peux vous dire, j'ai essayé dans 4 domaines d'investir au Cameroun. Je n'ai pas tiré $1 de tous ces investissements. Les gens ont pris l'argent et ils m'ont regardé dans les yeux pour dire non, l'argent n'existe plus. Enfin, donc, non, c'est pour dire, n'est-ce pas, que oui, non. Il faut qu'on décide de ce que nous voulons. Moi, quand je regarde, je suis ici à Washington, je vois le vice-président de l'Institut américain, l'Institut des États-Unis pour la paix. C'est une des instituts les plus importants en matière de sécurité, de paix et tout ça. Le vice-président pour l'Afrique dans cette institution-là, c'est un Camerounais. Donc, tout ce qui se fait là, par la Maison Blanche, par le département d'État, le docteur Sani contribue à ça. Est-ce que le Cameroun, est-ce qu'on l'a jamais appelé? Il est parti là-bas, il a eu du mal même à voir cette institution. Pendant longtemps, l'économiste en chef pour l'Afrique à la Banque mondiale. Est-ce qu'on l'a invité pour dire... Enfin, c'est pour dire, n'est-ce pas, que si nous voulons le développement, si nous voulons développer notre pays, notre continent, nous pouvons le faire. Et il y a des gens qui peuvent contribuer à cet effort. Ils sont partout dans le monde. Il faut simplement ouvrir les voies. Oui, tout simplement. Merci à vous. Monsieur Matomba, en 1 minute pour sortir. Il faut dire que l'Afrique souffre d'un problème purement culturel. Vous savez, on ne peut pas développer un pays avec un regard ou alors ou appliquer, si vous voulez, le même type de développement qui a été appliqué dans un autre. Je crois pour ma part que le développement ou la construction d'un pays répond aussi à l'environnement de ce pays-là. Quand vous décidez de dire que vous allez appliquer un modèle de gouvernance qui doit être la clé du développement, et que pour ce modèle de gouvernance-là, vous n'avez pas préparé le profil d'homme qu'il doit vivre dans cet État ou dans ce pays, vous aurez des problèmes. Aujourd'hui, les problèmes de l'Afrique sont lesquels? Ou alors les problèmes présentés de l'Afrique sont lesquels? La mauvaise démocratie, la mauvaise gouvernance, la corruption, tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous allez regarder, ça tourne autour de la démocratie, qui est un modèle de gouvernance. Est-ce que les environnements africains étaient disposés ou préparés pour ce modèle de gouvernance? Est-ce que, dans le temps, nous n'avions pas de système de gouvernance qui marchait et qui fonctionnait? Parce qu'en réalité, nous nous sommes retrouvés, si vous voulez, face à ce qu'on va appeler une culture éducative qui répond à d'autres réalités qui n'ont rien à voir avec les réalités africaines. Ça veut dire que nous avons étudié,
nous sommes préparés, mais à travailler dans des systèmes qui ne sont pas pensés de nous. Et nous voulons donc les appliquer dans notre environnement. Et on a donc un problème. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes bien sûr en direct de Washington pour For You Media Télévision.